Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de lead développeur depuis plus de 6 ans sur des projets Angular. Je vais te partager les 5 erreurs qui reviennent très souvent et qui détruisent tes projets Angular. Parce que quand tu es lead développeur, tu fais très attention à respecter les bonnes pratiques et à garder ton projet simple et facile à utiliser pour les développeurs pour améliorer la développeur expérience. Et dans cette vidéo, je vais te partager des erreurs qui sont un peu contre-intuitives pour pas mal de développeurs et pas mal de lead développeurs. Mais tu vas voir que ça va améliorer tes projets grandement. La première erreur, c'est de mettre en place une architecture compliquée sur ton projet alors que ce n'est pas nécessaire. Comment tu peux faire ça? Il faut savoir qu'il y a 3 choses qui reviennent très souvent, qui sont vraiment inutiles dans 95% des projets. La première, c'est d'avoir une structure de dossier complexe avec des dossiers core, des dossiers features, etc. Moi, je te dis, il y a beaucoup plus simple comme architecture et je t'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. Ensuite, c'est le fait de créer plein de petits modules. Si tu es passé sur le standalone component, ça ne te concerne plus. Mais avant, il faut savoir qu'on utilisait des modules et il y avait beaucoup de lead développeurs qui mettaient en place plein de modules dans les applications. Ça, pareil, ça complexifie le code parce que tu dois créer tes fichiers modules à chaque fois et tu dois faire attention à toutes tes dépendances, etc. C'est vraiment insupportable et la plupart du temps, c'est inutile. Et la plupart du temps, on te dit que c'est utile parce que c'est pour mettre en place le lazy loading. Et bien en fait, le lazy loading, pareil, tu n'en as quasiment jamais besoin. Quasiment jamais, ça augmente vraiment les performances de ton application. Et tu vois, là, je t'ai présenté 3 points en un seul parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo donc sur l'architecture, j'ai fait une vidéo sur les modules et j'ai fait une vidéo sur le lazy loading. Donc si tu veux vraiment aller dans les détails, je te dis, va voir ces vidéos pour éviter cette erreur sur tes projets Angular. La deuxième erreur, c'est de créer des composants génériques quand il ne faut pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de développeurs qui aiment mettre en place des composants génériques dès lors qu'on copie-colle un peu de morceaux de code dans le projet. Il faut savoir qu'il faut faire très attention avec les composants génériques. Ça, c'est mon cheval de bataille depuis très longtemps. C'est vraiment un truc. Il faut faire très attention quand tu crées un composant générique qui va être utilisé par les autres développeurs, qui va être réutilisé dans l'application. Parce qu'au début, tu as l'impression qu'il va être simple ton composant. Il va permettre d'avoir moins de lignes côté HTML. C'est plus pratique parce que c'est vraiment précis. Mais le problème, c'est que ton composant générique, fais attention parce que potentiellement, et très souvent, tu vas devoir le faire évoluer par rapport aux besoins de l'application. Imaginons, tu utilises un morceau de code à 5 endroits différents. Tu te dis, tu merges ça en un composant générique. Pourquoi pas? Sauf que à l'emplacement 5, maintenant il y a une spécificité, on veut modifier un truc très spécifique à cette partie. Du coup, tu fais quoi? Tu vas faire évoluer ton composant générique pour prendre en compte cette fonctionnalité. Tu vas rajouter des inputs, des outputs, etc. Ensuite, une évolution dans le 2. Et bien là, tu vas refaire évoluer ton composant générique et à la fin, je te dis, ton composant générique, ça va devenir ce que j'appelle un trou noir dans l'application. C'est-à-dire que personne comprend, personne n'a envie d'y toucher. Parce qu'à la fin, c'est devenu une machine de guerre. En fait, c'est devenu une usine à gaz. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est le problème des composants génériques. Il y a des fois, c'est beaucoup plus simple de faire du copier-coller de code. Parce que le copier-coller du code, ça a un avantage. C'est que si tu veux modifier une partie, tu peux le modifier très facilement. Tu n'es pas obligé de corrompre, on va dire, les autres. Par contre, effectivement, il y a un avantage au composant générique. C'est que si tu modifies le composant générique, ça s'applique partout. Donc, c'est vraiment à toi à faire attention à te dire, est-ce que ce composant générique, il y a un risque qu'il devienne ultra complexe ou est-ce que c'est assez safe et je peux me permettre de le mettre en place et normalement ça va plus aider les développeurs qu'autre chose. Et je te dis, la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est que le composant générique, tu ne le crées jamais sans en avoir besoin. C'est d'abord tu fais tes copier-coller partout et au bout d'un moment, quand les copier-coller te saoulent, tu vois vraiment que ça t'handicape dans ton travail de développeur, là tu fais ton composant générique. Avant de continuer, si tu veux transformer tes compétences Angular en une carrière rentable, je t'invite à aller découvrir la nouvelle formation Angular Dream qui vient de sortir. Le lien est dans la description, donc va y jeter un œil. La troisième erreur, qui est un peu liée à la deuxième, c'est le fait de surcharger un composant qui est déjà fourni par une librairie de composants comme Material, NGBootstrap ou PrimeNG par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent lorsque le développeur il doit implémenter des maquettes fournies par le métier. Par exemple, imaginons que tu as une maquette et tu as un bouton dessus. Le développeur, il va voir le bouton qui est sur la maquette, il va se dire « Tiens, c'est cool, c'est un bouton, donc je peux utiliser la librairie de PrimeNG. » Sauf que, par exemple, ici, il va voir le bouton de PrimeNG, il va voir qu'en fait, le bouton, il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas le bon style, il devrait être carré, par exemple. Tu vois, il ne ressemble pas exactement. Et c'est là où la grosse erreur va arriver, c'est que le développeur, au lieu de styliser directement le P-bouton de PrimeNG pour avoir un style global en fait qui est appliqué à tous ces P-boutons, il va créer un composant qui va surcharger le P-bouton. Il va avoir son custom bouton. Voici un exemple. Ici, tu as le custom button component et côté HTML, c'est quoi? C'est tout simplement un P-bouton. Et en fait, le développeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de mapper tous les inputs et les outputs du P-bouton avec son composant à lui. Et le problème, c'est que la probabilité que tu oublies des inputs ou des outputs, elle est de 100%.
La probabilité que tu te chies justement sur les inputs et les outputs et que tu crées des régressions, elle est de 100%. Donc c'est une très mauvaise idée de faire ce mapping d'input-output. Pareil, dès que tu as une mise à jour de PrimeNG, ben forcément, le P-bouton il aura une nouvelle fonctionnalité, ben toi tu vas devoir modifier ton custom bouton si tu veux toutes les fonctionnalités. Mais ce custom bouton, il apporte aussi d'autres problèmes. C'est qu'un développeur qui est à l'aise avec PrimeNG, il connaît les P-boutons. Il a déjà cette compétence. Le problème, c'est que dès qu'il va arriver sur ton projet avec le custom bouton, il va devoir monter en compétence sur le custom bouton. Parce que forcément, tu auras des inputs qui ne seront pas nommés de la même manière. Il y aura des fonctionnalités qu'il n'y aura pas. Du coup, il va devoir remonter en compétence. En fait, toutes les compétences qu'il avait déjà sur PrimeNG, il va devoir les oublier et utiliser ton custom bouton. Franchement, c'est quelque chose qui craint. Et pareil, le mec, s'il veut monter en compétence sur ton custom bouton, elle est où la documentation de ton custom bouton? Bah, elle n'y est pas. Alors que si on avait utilisé directement le P-bouton dans toute l'application, eh bien tous les développeurs, ils vont tout simplement aller voir la documentation officielle de PrimeNG. Et ça, au moins, tu es sûr qu'ils ont tout ce qu'il faut pour monter en compétence et utiliser correctement leur bouton. Donc, conclusion, on ne surcharge jamais des composants qui sont déjà fournis par une librairie, surtout si ce composant, il est de base générique à toutes les applications. Là, on parle de boutons, il n'y a aucune raison de faire une surcharge de boutons. Allez, on passe à la 4e erreur. Moi, en tant que lead développeur, lorsque j'arrive sur un projet, mon objectif, c'est d'aider les autres développeurs dans leur travail. Donc du coup, je vais souvent leur poser plusieurs questions. Et une question que je pose très souvent aux développeurs, c'est quelle est la partie, selon toi, la plus complexe de l'application ou qui te pose le plus de problèmes? Et très souvent, je pense 90% des cas où on m'a répondu, on m'a dit, ce qui pose problème, c'est le store. Et là, mec, ça c'est un avis pareil, un peu impopulaire. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens, des lead développeurs, qui mettent en place le store de base dans toutes les applications. Je comprends pas. C'est comme si on avait besoin du store pour certaines fonctionnalités. Alors qu'en fait, en Angular, tu as des services, tu peux stocker des variables dans tes services, tu peux utiliser, imaginons, tu as un composant qui utilise une variable dans le service et tu as un autre composant qui utilise aussi cette variable dans le service. Si tu veux que ce composant-là soit au courant quand le composant 1 modifie la valeur, eh bien, tu peux utiliser des fonctionnalités avec RxJS comme les subjects ou les behavior subjects. Mais tu n'as pas besoin du store, en tout cas pour tes fonctionnalités. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le store est une mauvaise chose à utiliser. Je suis en train de te dire de mettre en place le store uniquement quand tu ressens le besoin. Uniquement quand tu es en train de coder avec tes services, tout ça. Et là, tu es en mode, putain, vraiment, la développeur expérience, elle est chiante, on perd trop de temps. Ok, on met en place le store. Et ah, tiens, on a mis en place le store. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Là, tu peux te dire, ok, le store est pertinent. Mais ne mets pas le store comme ça. Pareil, un truc à surtout pas faire, c'est soit tu mets le store et tu l'utilises quasiment à 100%, soit tu l'utilises pas. Parce que j'ai déjà été dans des projets où j'arrivais sur un projet et quasiment tout, bon, il y avait des crudes à droite à gauche, on utilisait des services. Et par exemple, la partie authentification et la partie utilisateur, là, on utilisait un store. Donc en fait, du coup, tu avais toute une partie sans store et une partie avec store. Et pareil, qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis arrivé? J'ai dégagé le store de cette partie pour uniformiser l'application. Donc voilà, erreur numéro 4, fais attention au store. La 5e erreur, c'est le fait d'optimiser les performances lorsque tu n'en as pas besoin. Et il faut savoir que quand tu optimises les performances dans une application, forcément, tu vas complexifier le code. Et ça va dégrader la développeur expérience et potentiellement, vu que tu as codé quelque chose qui est plus complexe, tu vas avoir plus de chances de régression. Un exemple concret, ça va être le fait de développer un algo. Tu peux coder ton algo qui est ultra optimisé en termes de performance, mais qui peut être compliqué à lire. Par contre, tu peux aussi coder le même algo, c'est-à-dire le même algo qui retourne le même résultat, mais de manière plus simple, moins optimisée, mais plus optimisée en fait pour la lecture des autres développeurs, pour la maintenance. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on va privilégier? C'est clairement l'algo qui est moins performant, mais qui est plus lisible. Tant qu'on n'a pas de problème de performance, il n'y a aucune raison d'optimiser. Un autre cas concret, ça va être le fait d'optimiser les appels qu'on va faire au serveur. Je te donne un exemple d'application ici Angular avec une liste de produits que j'ai récupérés depuis le serveur. Ici, je vais pouvoir modifier un produit, le smartphone ici. Je vais le renommer en iPhone. Et là, je vais faire modifier. Et là, tu vois que ça a bien modifié mon produit. Et là, il faut savoir que lorsque je clique sur modifier, c'est OK de recharger toute la liste des produits depuis le serveur. C'est OK, c'est pas un blasphème. Je sais que tu pouvais optimiser, genre quand tu cliques sur modifier, tu peux récupérer la valeur que je viens juste de mettre ici et la remodifier directement avec du Angular juste dans mon modèle. Je peux faire ça effectivement pour optimiser, mais je peux aussi ne pas optimiser, c'est possible. Et effectivement, il y a un côté qui est plus simple que d'autres. C'est qu'effectivement, recharger toute la liste des produits, eh bien, c'est plus simple que récupérer la valeur ici et là, c'était ici dans mon modèle. Pourquoi? Parce que quand je recharge la liste de tous mes produits, au moins ça me permet de vérifier que ma modification, elle a bien eu lieu
et que le endpoint de récupération, justement ici des produits, il fonctionne bien. Donc quand tu dois optimiser les performances, je te recommande d'attendre d'en avoir vraiment besoin. Et quand tu optimises ces performances justement, fais attention à avoir du code qui est maintenable. Et donc voilà pour les 5 erreurs que je retrouve très régulièrement en tant que lead développeur Angular. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des trucs. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu vois d'autres erreurs aussi que tu retrouves dans tes projets Angular et qui complexifient justement tes projets. Et abonne-toi parce que je vais continuer à poster des vidéos comme ça sur Angular. Allez, à la prochaine, salut!